changer de paysage, le pied sur une berge vierge. Amis de Radio Cola Vive, bonjour, Monique Lescohen en votre compagnie pour une page ouverte. Et aujourd'hui, chers amis auditrices, auditeurs, nous avons vraiment la joie de recevoir à nouveau sur les ondes de Radio Cola Vive Ghouta Tirangiel Ben Ezra. Bonjour Ghouta. Bonjour. Ghouta, vous êtes connue ici à Toulouse, vous avez habité dans la région, vous avez également présenté une exposition de vos peintures à l'invitation d'Hebraïka, ici à l'espace du judaïsme, mais nous allons rentrer plus avant dans votre vie exceptionnelle et dans votre œuvre, avec tout ce que vous allez nous raconter, nous dire, nous enseigner, nous transmettre. Je voudrais rappeler que l'an dernier, vous étiez venu sur Radio Cola Vive et que vous aviez présenté à ce moment-là ce livre remarquable que vous avez publié aux éditions de l'Harmattan l'an dernier, L'ombre des préjugés, récit autobiographique aux éditions de l'Harmattan dans la collection Quête du sens. Et je rappelle que vous pouvez, chers amis auditrices, auditeurs, vous procurer ce livre tout à fait remarquable dans toutes les bonnes librairies de Toulouse. Mais aujourd'hui, cher Ghouta, nous vous recevons parce que vous nous faites l'honneur de republier un livre qui a été présenté, qui a été publié, c'était en 1994, je crois. 1995, oui, il a été écrit. 1994. Voilà. Donc vous le republiez. Il s'agit de Mémoires bariolées, en anglais Poetic Paintings, et c'est écrit également en polonais, donc dans 3 langues. Et Mémoires bariolées, je dis tout de suite que ce livre sera bientôt présenté sur Amazon, vous pourrez le commander, et pour le moment, c'est vous qui en avez la garde, si on peut dire. Donc, Ghouta Ben Ezra, dites-nous, Mémoires bariolées. Mémoires bariolées, pourquoi elle est bariolée? Parce qu'elle est sortie sous forme des couleurs et des formes visuelles, donc plastiques. Et elle est pleine justement de couleurs de toutes sortes. Et de façon très surprenante, ma mémoire qui est tragique, qui est difficile et qui pendant 50 ans s'est cachée quelque part dans mon corps. Elle s'est vraiment tellement cachée que j'ai vécu une vie qui m'est semblée en tout cas être une vie normale ou presque comme tout le monde, alors que j'avais passé 5 années de ma vie dans des conditions autour de moi atroces, et que mon corps et mes émotions d'enfant ont gardé ces images, et que je ne possédais pas de mots puisque j'étais un enfant qui est déjà né dans un ghetto. Et que vous êtes né dans un ghetto en Pologne? Oui, je suis née dans un ghetto en Pologne en 1940, fin 1940. Et que je suis restée avec ma mère et mon père et ma petite sœur qui est née après moi un an après. Je suis restée auprès d'eux mes 2 premières années. Donc je pense que mes capacités d'enregistrement et d'émotion étaient celles d'un enfant qui vivait des situations vraiment d'extrême oppression et terreur. Par la suite, les 3 années après, j'étais cachée, littéralement cachée dans les armoires, dans les caves, dans les greniers, chez une famille catholique, parce que ma famille a été rapidement massacrée. Ma mère était brûlée vive dans un camp de concentration dans la ville où je suis née, donc c'est Minsk Mazowiecki à côté de Varsovie. Et mon père s'est déplacé au ghetto de Varsovie, et ces traces ont été, c'est
sont perdus après la révolte du ghetto. Maintenant, il y a 1 an, avec ma grande surprise, la première fois de ma vie, j'ai découvert dans les archives de l'Institut polonais de l'histoire juive, j'ai découvert des documents où la première fois je voyais le nom de mon père et figurait sur une des listes qui ont été faites, multiples listes qui étaient faites par les SS et par les nazis. Et j'ai appris, contrairement à ce que j'écrivais dans mon premier et deuxième livre, que mon père a été envoyé à Maïdan et que c'est là qu'il est mort, donc il a été gazé. Alors que je croyais qu'il avait simplement été tué d'une des façons dont ils ont disparu durant la révolte. Parce qu'il a été rattrapé au début du mois de mai, donc quelques jours après du mois de mai 43. 43, oui. Et que j'ai vu donc son nom, sa date de naissance, son lieu de naissance, donc c'est certainement lui, apparaître sur une liste de ceux qui ont été envoyés de Varsovie, donc Varsovie, ghetto de Varsovie en pleine révolte, vers Majdanek. Donc il faut que je digère ça. Ce n'est qu'il y a 1 an exactement que j'ai eu l'accès à cette liste, à ces papiers. Alors que jusqu'à maintenant, avec toutes mes recherches dans tous les documents et archives possibles, je n'avais jamais vu ni le nom, ni la mention de ma mère ou de mes grands-parents des deux côtés quelque part. Donc, parce qu'ils ont été, il y a beaucoup de personnes qui dans ces années-là n'ont pas figuré dans les listes faites par les Allemands. C'est celles d'ailleurs qui ont survécu, si on peut dire, c'est-à-dire les papiers et les noms ont été conservés dans certaines archives allemandes. Parce qu'en Pologne, les documents ont été brûlés ou n'ont jamais existé, mais essentiellement ils ont été détruits. Ce n'est pas à comparer avec les archives français qui ont tout de même ont été faites par l'administration française et qu'ils ont survécu. C'est pour ça qu'on a pu reconstituer les convois et puis les gens et puis les listes de personnes qui étaient emprisonnées dans les différents camps de concentration en France. Ce n'est pas le cas. En Pologne, c'était beaucoup plus chaotique, plus difficile et beaucoup de documents ont été détruits. Donc pour reconstruire l'histoire de ma famille, il fallait beaucoup de connaissances finalement des archives et puis beaucoup d'aide de différentes institutions, ce qui n'a pas été le cas pendant longtemps. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à faire ces recherches et c'était au moment où j'étais prise par une sorte d'urgence, d'une nécessité de redécouvrir ou approfondir l'histoire de ma famille. L'histoire de la mienne, finalement, c'est les 5 premières années où il n'y avait aucun témoin qui restait, où il n'y avait plus aucune trace, aucun papier qui pouvait me dire quoi que ce soit. Donc tout a été fait par moi-même, parce qu'à l'époque, dans l'année 1990-92, où cette mémoire s'est réveillée en moi, où s'est imposée, il y avait eu très très peu d'informations disponibles et les archives en Pologne juste venaient de s'ouvrir puisqu'il y a eu la libération donc de la Pologne du joug soviétique et que les archives commençaient à s'organiser, enfin à être lisibles. Bon, on n'avait pas encore l'internet pour permettre de chercher rapidement, donc tout était une question de rencontrer la bonne personne qui était prête à chercher dans les papiers et puis de sortir des choses qui étaient écrites à la main ou qui se trouvaient dans différents endroits. Alors mon livre... Je voulais vous poser une oui. question. Vous continuez votre récit bien sûr tout de suite, mais pour votre maman, comment vous avez su? Su quoi? Comment elle a disparu? Comment elle a été assassinée? Comment vous l'avez su? Là, vous dites pour votre papa, vous venez d'apprendre
Et pour votre mère. d'apprendre une version différente de ce que j'avais eu de mes parents adoptifs, parce que c'est les seuls qui finalement connaissaient, pas complètement, mais en tout cas ils étaient témoins ils connaissaient mes parents au moment où ils étaient en train de disparaître, d'être massacrés. Donc ils ont pris soin de moi quand j'avais exactement 2 ans. C'était fin octobre 1942. Et ma mère se trouvait à ce moment-là dans un camp de travail où il y avait 400 artisans qui étaient massés dans une ancienne école dans la ville de Minsk Mazowiecki. Et les enfants n'avaient pas le droit d'y être là-bas et on nous a cachés pendant quelques semaines. Vous et votre petite sœur, hein? Et ma petite sœur, oui. On était donc deux bébés qui ont dû être cachés quelque part. Ensuite, en 1980 quelques, j'ai rencontré une personne qui avait été dans les mêmes camps de travail, qui se souvenait de ma mère, qui se souvenait des conditions qu'il y avait là-bas. Et j'ai pu aussi, quelques années après, lire un livre de souvenirs de quelqu'un aussi qui avait survécu, donc le ghetto de Minsk Mazowiecki et les camps de travail. Et ces personnes m'ont éclairé finalement sur les conditions dans lesquelles ces derniers juifs de Minsk Mazowiecki ont été tués parce que le ghetto a été liquidé en août 1942 et la plupart des personnes qui étaient dans les ghettos ont été envoyées à Treblinka. Donc à Treblinka, ils sont arrivés le 21 août et c'était vraiment la semaine la pire dans les annales de Treblinka, puisque d'après le film de la Shoah de Lanzmann, c'était vraiment le traffic jam, c'est-à-dire les gens mouraient dans les trains et dans le perron, donc parce qu'il y avait il n'y avait plus de place dans les chambres à gaz. Alors toute ma famille, à part ma mère et sa sœur, ont été envoyés avec les trains de Minsk Mazowiecki à Treblinka quand le ghetto était liquidé. Maintenant, il ne restait que donc ces 400 personnes dans les camps de travail. Et mon père, à un moment donné, il est allé au ghetto de Varsovie parce qu'il avait, semble-t-il, c'est ce que me disait mon père adoptif, qu'il avait de la famille à Varsovie. Donc, il voulait se joindre à eux pour chercher des solutions éventuellement de survie, de cachette. Et ma mère est restée avec nous dans l'école donc qui servait de campement pour les camps de travail. Il y avait aussi sa sœur Hannah. Donc les deux ont dû s'organiser pour nous sauvegarder d'une façon ou d'une autre. Et ce qui s'était passé, ça j'ai appris évidemment récemment quand il y a eu aussi des publications sur l'organisation de l'aide aux enfants juifs. Zegota, c'est ça, hein? Oui, les Zegota, oui. Zegota. Ça, c'est une histoire qui est devenue connue dans les années 95-2000, où on a retrouvé donc Irena Sandler, celle à qui on a attribué d'avoir sauvé la plupart des enfants qui étaient en fait sauvés par Zegota. Et je me suis rendu compte, parce que quelqu'un m'avait donné aussi un article sur Grobelny, c'est les fondateurs de Zegota et qui vivait dans la même ville que j'étais, donc à Minsk Mazowiecki, et qui, semble-t-il, avait organisé, maintenant on le sait parce que même les habitants non juifs actuellement cherchent à reconstruire un peu et surtout blanchir un peu l'honneur des habitants en recherchant tous ceux qui avaient aidé à sauver les Juifs. Il y en avait très peu.
entre autres, donc, ma famille adoptive, Youssef et Bronisława Jaszczuk, qui m'ont pris, qui m'ont pris parce que cette Gégota organisait les familles qui étaient prêtes à accueillir les enfants ou les petits-enfants juifs pour les sauver, en principe. Donc moi, j'étais sauvée de cette façon presque miraculeuse parce que des 10 enfants qui étaient cachés dans les camps, il n'y a que moi qui a survécu. Et votre petite sœur, vous nous parlerez de votre petite sœur? Ma petite sœur avait 6 mois, 6-7 mois. Et on ne sait pas très bien si elle a survécu, s'il n'a pas survécu, si les personnes qui l'ont sauvée, on savait qui elle était, est-ce qu'ils lui ont dit que c'était un enfant juif, est-ce qu'ils savaient? Il y a beaucoup de questions et il n'y a pas de réponse. Donc moi, j'ai toujours continué enfin toujours, non, à partir du moment où je commençais à être consciente de ma propre histoire et me tourner un peu vers le passé j'avais le courage de le faire, mais c'était plus, j'appelle ça, j'écris ça dans mon premier livre, dans ce livre donc de mémoire bariolée. Ce livre que vous republiez, qu'on pourra bientôt acheter sur Amazon. C'est des livres qui est vraiment une création tellement spontanée, tellement incompréhensible pour moi, qui était une juriste, une personne très pratique, très bien organisée, tout à fait ni poète ni peintre. Et j'avais une période de difficulté peut-être psychique dans la mesure où je venais de perdre mon mari dans un accident d'avion. Donc c'était un ex-mari, mais c'était tout de même le père de mes enfants. On était très proches, très amis. Donc quand je l'ai perdu, je me suis vraiment replongée dans les images et dans la mort, quoi. C'est-à-dire, je me suis rappelé finalement que c'était encore un mort de quelqu'un que j'aimais, de quelqu'un de proche, et que c'était une série comme ça des gens disparus, des gens les plus proches, qui m'ont aimé, que j'ai aimé, qui tous ont disparu de ma vie. Donc les premiers, c'était mes parents, mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, mes cousins, qui étaient très nombreux dans cette ville. Ils étaient environ, maintenant je peux compter plus ou moins parce que j'ai retrouvé les documents anciens, et puis j'ai vu à peu près que toutes mes tantes avaient toutes des enfants, 2, 3, 4. Donc si on les compte uniquement la famille la plus proche, il y avait déjà une 50aine. Alors qu'il ne me reste, à vrai dire, personne. Donc du côté de mon père, il y avait mon oncle. Il y avait mon oncle qui était les plus jeunes frères de mon père. Mais du côté de ma mère, donc de ceux que je connaissais, dont l'histoire m'était plus familière, c'est celle de Kroman, de Minsk Mazovetsky, qui étaient des habitants depuis des siècles là-bas. C'était finalement les fondateurs, d'après les études, maintenant les connaissances qu'on commence à sortir, même dans cette ville où il n'y a plus de juifs, que dans cette ville, la majorité des habitants étaient des juifs et que ma famille était l'une des notables de cette ville. Gouta Ben Ezra, je propose une petite interruption. Nous allons mettre une petite page musicale et nous reprenons notre émission et vous nous racontez comment la mémoire vous est venue. D'accord. is gewein a Meise. Die Meise is gar nicht freilich. Die Meise hebt sich ohne
Nita jüdische Melech, Lulinke mein Feikele, Lulinke mein Kind, geboren geworden als Liebe, weis mir und Wind. Der Melech hat gehabt a Malke, die Malke hat gehabt a Weingarten, der Weingarten hat gehabt a Bäumele, Lulinke mein Kind, Lulinke mein Feigele, Lulinke mein Kind, geboren geworden als Liebe, weis mir und Wind. Das Bäumle hat gehabt a Zweig, der Zweig hat gehabt a Nestele, die Nestele ist gewesen a Feigele, Lulinke mein Kind, Lulinke mein Feigele, Lulinke mein Kind, geboren geworden als Liebe, weis mir und Wind. Der Melech ist gestorben, die Malke ist geworden verdorben, der Zweig ist abgebrochen, das Feigele vom Nest entlaufen. Lulinke mein Feigele, Lulinke mein Kind, geboren geworden als Liebe, weis mir und Wind. Lulinke mein Feigele,